Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de grosses actualités cette semaine-ci, avec notamment le fait que l'Union européenne, dès février 2027, donc c'est pas si longtemps que ça, va obliger les constructeurs d'appareils à avoir des batteries facilement remplaçables. Et ça, c'est incroyable. Mais il y a aussi un petit mais par rapport à ça, et on le verra justement après. Nous avons aussi le Game Pass qui va baisser en prix, oui, dans cette économie, c'est incroyable d'avoir quelque chose qui baisse en prix. On a aussi Framework qui a fait plusieurs annonces qui sont assez importantes en réalité. Tim Cook qui va quitter Apple, ou en tout cas qui ne sera plus CEO. Ça aussi, c'est une assez grosse news. Et puis, nous avons de la nouvelle carte graphique et du nouveau processeur qui arrive. Vous allez le voir, c'est tout à fait nouveau. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et je rappelle qu'évidemment, le Texama Show est disponible sous forme de podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quand je dis toutes, je dis les principales en tout cas. Donc, si vous êtes sur Apple Podcast, Deezer, heu, quels sont les autres? Amazon Music, voilà, je me souviens et évidemment Spotify. Cherchez Texama Show, vous devriez le trouver normalement assez facilement. Et aussi, en parlant de podcast, vous avez un nouvel épisode de Mémoire vive qui est sorti, donc je vous invite à aller le voir parce que selon moi, il est plutôt intéressant. On parle notamment du fait que Nvidia pourrait racheter un grand constructeur de laptops ou d'ordinateurs de manière générale pour éventuellement faire leur propre ordinateur. Donc ça, on en parle dans le podcast Mémoire vive, je vous invite à aller le voir. Et on commence par une première bonne news cette semaine-ci avec le fait que le Game Pass va baisser de prix et ça inclut plusieurs abonnements du Game Pass, donc évidemment le Game Pass Ultimate, mais aussi le Game Pass Premium. Donc là, vous pouvez voir que le prix en dollars va diminuer de 29,99 $ à 22,99 $. C'est une sacrée diminution. Et comme c'est un abonnement par mois aussi, ça s'accumule vite, hein. Même juste une réduction de 3 € par mois, pour information, ça veut dire que vous allez économiser 36 € sur l'année. Donc ça va très vite. Je pense que les gens ont tendance à vite oublier à quel point les petits abonnements par-ci par-là ont tendance à s'accumuler et faire une assez grosse somme justement sur l'année. Et puis vous avez le Game Pass normal ou le Premium, si je me souviens bien, qui passera de lui 16,49 à 13,99. Et vous avez l'essentiel qui existe. Lui, par contre, il ne baisse pas de prix. Et en Europe, c'est les mêmes prix d'ailleurs, du coup, pour la Belgique que pour la France. Là, je suis sur la version belge, mais c'est la même chose pour les Français. Et il passe à maintenant 20,99 €. Il était à plus de 26 €, si je me souviens bien, donc une sacrée diminution. Et par contre, la version premium reste toujours à 12,99 €. Mais je pense que c'est aussi parce qu'elle n'avait pas vraiment augmenté plus que ça en Europe. Donc voilà, tenez-en compte. Et puis vous avez aussi évidemment la version essentielle à 8,99 €. Et du coup, pourquoi cette diminution de prix? Alors déjà, nous avons le fait que Xbox a changé de CEO. Je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps. Donc peut-être que la nouvelle CEO a juste décidé que c'était une bien meilleure décision. Nous avons le fait que Xbox a du mal par rapport à PlayStation et avoir augmenté les prix du Game Pass, qui était littéralement la seule chose qui marchait hyper bien chez Xbox, n'était pas forcément la meilleure stratégie, on va être très honnête. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus en arrière. Mais ils ont quand même dû faire un sacrifice pour en arriver là, qui n'est pas vraiment un sacrifice si vous me demandez, et c'est au niveau de Call of Duty. Parce que le truc, c'est que Call of Duty était inclus dans le Game Pass, en tout cas tous les nouveaux Call of Duty étaient inclus dès la sortie dans les Game Pass, et ça coûtait de l'argent. Ils devaient payer Activision pour avoir justement accès à Call of Duty directement. Eh bien, avec cette diminution de prix, vous avez aussi le fait qu'on perd. Oui, je sais, c'est triste, mais on perd l'accès direct à Call of Duty. Maintenant, vous aurez seulement accès au dernier Call of Duty seulement un an après sa sortie sur le Game Pass. Honnêtement, je pense que c'est un très bon sacrifice. Et je dirais même que je ne comprends pas pourquoi Xbox avait fait cette décision-là d'augmenter les prix en échange d'avoir Call of Duty dès la sortie. Parce que Call of Duty, on va être très honnête, oui, c'était très populaire à une époque, mais voilà, sa popularité a commencé à sacrément passer depuis le temps. Donc, augmenter le prix de tous les abonnements Game Pass pour tout le monde dans le monde juste parce que Call of Duty, c'était une assez mauvaise décision. Après, évidemment, ils auraient pu absorber les coûts ou autre chose, mais bon. Dans tous les cas, c'est une, selon moi, très bonne chose. On s'en fiche un petit peu. Bon, certaines personnes vont être déçues pour Call of Duty, mais avoir un Game Pass moins cher, c'est une bonne chose pour tout le monde. Il faudra voir toutefois si ça aide Xbox au niveau stratégie, parce qu'encore une fois, ils ont énormément de mal par rapport à PlayStation. Donc à voir si justement ça leur permet de récupérer un petit peu des parts de marché. Et maintenant on arrive à la grosse news de cette semaine-ci, c'est au niveau du fait que l'Union européenne va obliger les constructeurs de gadgets électroniques, que ça inclut aussi d'ailleurs les constructeurs d'ordinateurs portables, smartphones, tablettes, casques, souris, claviers, tout ce qui est
électronique et qui a besoin d'une batterie et qui est vendue aux grands consommateurs devra, à partir de février 2027 en Europe en tout cas, avoir une batterie qui est facilement remplaçable. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par une batterie facilement remplaçable? Eh bien, ils parlent d'une batterie qui peut être changée par un utilisateur lambda, donc par monsieur tout le monde, avec des outils qui sont facilement disponibles. Donc, un tournevis Philips ou ce genre de choses. Donc, pas besoin d'avoir un outil, d'ailleurs, c'est très important, pas besoin d'avoir un outil qui permet de chauffer la batterie pour la décoller parce qu'il y a de l'adhésif derrière. La batterie doit être facilement enlevable sans utiliser des outils justement spécialisés comme ça. Donc, c'est évidemment une décision qui est massive et qui va pas mal influencer justement l'électronique de manière générale et dans un sens positif. C'est une très bonne chose pour pouvoir justement réparer nos appareils. Parce que la batterie, c'est certainement l'une des choses qui casse en premier ou en tout cas qui perd en durabilité et qu'il faut absolument remplacer dans un appareil pour qu'il puisse durer dans le temps. Que ce soit pour les smartphones, mais aussi tous les appareils comme par exemple cette souris ou un clavier sans fil. Mais, parce qu'il y a un mais, vous avez peut-être vu des articles qui disaient waouh, maintenant les smartphones vont avoir des batteries remplaçables. J'ai vu des Photoshop d'iPhone avec une batterie qui était amovible derrière et tout ça. Non, il y a en réalité une exception qui concerne en particulier les smartphones et ça s'étend, je pense, aussi aux tablettes qui sont waterproof. Pour ce genre d'appareil, ils ont une exception vu que pour garder le fait que ce soit waterproof, il faut utiliser bien souvent de l'adhésif, donc de la colle sur le côté de la plaque derrière, et bien se dire que oui, vous ne pouvez pas utiliser des outils lambda, il faut avoir une plaque chauffante ou en tout cas il faut chauffer la plaque en verre pour pouvoir la décoller. Donc ça veut dire que pour garder le côté waterproof, on est obligé d'avoir cet adhésif. Donc il y a une exception qui a été créée dans cette loi pour justement gérer ce genre de cas particulier. Et le truc, c'est que vous devez le savoir, la plupart des smartphones haut de gamme, en tout cas, sont waterproof. Donc oui, le prochain iPhone n'aura pas une batterie que vous pouvez juste enlever comme ça. Il va rester à peu près le même. Il y a toutefois quelques réglementations par rapport à ça. Comme j'ai dit, ça ne concerne pas tous les appareils électroniques. Donc, un constructeur ne peut pas prendre une souris et dire ma souris est waterproof, donc j'ai pas besoin de rendre la batterie accessible. Non, c'est surtout pour les smartphones, que je dis, et les tablettes. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième, c'est le fait que même si la batterie ne doit pas être aussi accessible que sur un autre appareil avec cette loi, elle doit quand même rester facile à changer pour un technicien. Et on parle aussi ici de technicien tierce. Donc, pas besoin d'aller chez Apple pour remplacer la batterie. Vous pouvez aller chez un technicien tierce qui va vous la remplacer pour normalement moins cher. Il doit avoir un accès facile, en tout cas, à cette batterie avec ses capacités derrière. Et c'est-à-dire aussi pas de DRM pour les batteries ou autre chose. Comme le faisait Apple à une époque, si vous vous souvenez, il fallait avoir une batterie officielle pour pouvoir la mettre dans l'iPhone. Mais derrière, Apple ne fournissait pas les batteries officielles. Donc là, il y aura évidemment de la réglementation là-dessus. Et le dernier prérequis très important, c'est que les batteries qui sont mises dans des appareils waterproof, enfin des smartphones, doivent pouvoir faire 1000 cycles de charge sur la batterie et toujours garder jusqu'à 80% minimum de sa durée de vie. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans les iPhones, comme vous allez dans les paramètres, vous pouvez voir la durée de vie de la batterie. Donc, c'est-à-dire que quand elle est à 86%, elle a 86% de sa durée de vie. Donc, même si elle atteint 100%, en réalité, ce n'est pas les 100% de quand vous l'aviez acheté, elle a perdu un peu en capacité. Et bien, du coup, là, le prérequis justement pour qu'un téléphone puisse être waterproof, c'est qu'ils doivent utiliser une batterie assez bonne qui peut maintenir 1000 cycles de charge et toujours avoir 80% de justement la charge maximale. Et le truc, c'est que je suis pratiquement sûr que la plupart des smartphones modernes, en tout cas haut de gamme, qui utilisent des batteries plutôt bonnes, peuvent déjà le faire. Donc, c'est ça que je dis que le prochain iPhone ne va pas vraiment changer. Mais c'est quand même une très bonne loi pour le reste de l'industrie. Parce que, comme j'ai dit, ça affecte tous les appareils électroniques avec des batteries. Donc, que ce soit les claviers, souris, casques sans fil, ou même les ordinateurs portables, ceux-ci devront avoir justement une batterie facilement remplaçable. Et justement, les MacBooks, notamment les MacBook Pro, avant la génération M5, avaient une batterie qui était assez compliquée à remplacer. C'était déjà plusieurs batteries qui étaient collées au châssis, donc bonne chance pour les décoller. Le truc, c'est qu'il fallait aussi enlever le trackpad, donc c'était très compliqué. Et on l'a vu avec notamment la génération M5, ils ont changé ça, et surtout pour le MacBook Neo, ils ont fait en sorte que la batterie soit très facilement remplaçable. Elle est littéralement mise en place par des vis. Donc, il n'y a pas de colle ou autre chose. Vous pouvez juste dévisser la batterie et la changer.
Et c'est justement par rapport à cette loi-là. C'est pour rendre justement la batterie remplaçable par un utilisateur lambda avec juste un simple tournevis. Donc, comme vous pouvez voir, ça a déjà commencé à faire ses effets parce qu'évidemment, à partir de février 2027, tous les appareils qui sont vendus par Apple, Samsung et tout ça devront respecter cette législation. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de mettre ça en place. Alors, la plupart des ordi portables Windows, par contre, la batterie est déjà remplaçable assez facilement. Vous pouvez dévisser le capot, dévisser la batterie bien souvent, déconnecter le connecteur aussi et la changer. Donc ça ne va pas vraiment changer quelque chose sur Windows. Ça va changer, par contre, comme j'ai dit, pour les MacBooks, parce que les autres MacBooks vont devoir être mis à jour aussi pour ça. Et ça va surtout affecter beaucoup, et c'est un sujet très important selon moi, le marché des casques sans fil. Les casques sans fil, bien souvent, ont des batteries qui sont cachées, que vous ne pouvez pas remplacer facilement. Et le truc, c'est que, je le répète encore, les batteries sur un appareil électronique, c'est la première chose que vous allez devoir changer pour redonner de la durée de vie justement à votre appareil pour qu'il puisse durer dans le temps. La batterie va juste se dégrader et au bout d'un moment, il ne tiendra plus la charge. Donc pouvoir changer la batterie facilement sur votre casque sans fil, votre souris sans fil, votre clavier et tout ça, ça va être une très bonne chose. Mais se dire que oui, les constructeurs vont devoir se bouger les fesses parce que il me semble encore à l'heure actuelle, surtout sur les claviers sans fil et tout ça, ouais, c'est pas très facile de les changer. Donc je pense que là, il y en a qui vont devoir se bouger les fesses pour mettre à jour justement des fois peut-être l'entièreté de leur catalogue pour supporter ça. Mais il y a déjà des constructeurs qui ont commencé, il faut le savoir. Je pense notamment même Sony avec le W, enfin comment ça s'appelle? Avec le InZone H9, voilà, Mark II ici. Il me semble qu'on peut enlever les trucs ici. Et oui, il y a des vis. Et donc derrière les vis, je suis pratiquement sûr qu'on peut accéder à la batterie plutôt facilement. Donc comme vous pouvez voir, certains constructeurs ont déjà commencé à justement se préparer pour ça. Mais quoi qu'il arrive, une très bonne chose, même si ça va pas autant aider qu'on l'aurait espéré pour les smartphones. Encore une fois, les gens qui ont montré des iPhones avec des batteries facilement enlevables, non, ça n'arrivera pas. Ensuite, justement, comme on parlait d'Apple, nous avons une autre news par rapport à Apple au niveau du fait que Tim Cook, à partir du 1er septembre de cette année, ne sera plus CEO de Apple. Il va être remplacé par John Ternus. Alors, pas vraiment remplacé, c'est plutôt Tim Cook qui était en mode Hey, je prends ma retraite, John prend ma place parce qu'il commence à être âgé. Je pense qu'aussi, il commence un petit peu peut-être en avoir marre à gérer l'entreprise. Et du coup, il va être remplacé par John Ternus, qui est cette personne-là que vous pouvez voir, qui gère tout ce qui est au niveau iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPod et même Apple Vision Pro. Et c'est surtout assez notable parce que John est un ingénieur. Et c'est du coup la première fois depuis Steve Jobs que vous avez le CEO d'Apple qui est ingénieur. Tim Cook était très bon en marketing. Il a certainement, on peut le reconnaître, fait fructuer un maximum l'action d'Apple. Donc c'était bien d'un point de vue financier. Mais selon moi, euh, même si ça va, ils ont plutôt bien géré, il y a quand même des choses qui sont sacrifiées quand le CEO d'une entreprise est plus orienté commercial et pas forcément ingénieur. Ça se voit avec Boeing, quand ils ont justement passé d'avoir des ingénieurs à la tête de l'entreprise et qu'ils ont mis des commerciaux, on a vu comment ça a fini. Ça a fini très mal. Donc ici, je pense que ça ne fera pas de mal d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus orienté justement technique. Parce que Apple, même s'ils ont plutôt bien géré, surtout avec Apple Silicon, hein, leur puce fait par eux-mêmes, incroyable. Il y a des trucs au niveau technique qui, ces derniers temps, sont un peu bancals selon moi. On le voit, ils ont totalement manqué le coche au niveau de l'IA. Alors, au final, pour le moment, ça se révèle pas être une mauvaise chose parce que les gens en ont un petit peu marre de l'IA, mais ils ont quand même manqué le coche. Et ça, c'est quelque chose qui est juste pas normal pour une entreprise qui est aussi avancée. Vous avez le fait que dans les dernières versions de macOS ou même iOS et tout ça, la qualité, je trouve, des dernières versions de macOS a un petit peu chuté. Il y a un petit peu plus de bugs, il y a un petit peu plus de choses qui doivent être clairement réglées. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, que quelqu'un qui est peut-être plus ingénieur considérerait comme beaucoup plus important et mettrait plus de ressources là-dessus. Donc c'est notamment le cas, justement, comme je le dis ici, du futur CEO qui est John Ternus. Comme il travaille justement sur tout ce qui est les iPads, les iPhones et tout ça, peut-être que lui il se dira, ah oui, maintenant que je suis CEO, je vais allouer plus de personnel, je vais allouer plus de budget à faire en sorte que on ait un software qui soit tip-top. Alors que Tim Cook était plutôt en mode tant que c'est joli et que ça vend des actions, c'est génial. Donc ouais, c'est pour ça que je pense qu'un ingénieur est souvent mieux. Après, avoir un ingénieur à la tête d'une entreprise ne garantit pas que tout va bien fonctionner, hein. C'est déjà arrivé par le passé que des ingénieurs fassent un très mauvais travail. Quoi qu'il arrive, on verra bien.
Comme John Ternus est chez Apple depuis de très nombreuses années, je ne fais pas trop de soucis. Mais ça va quand même changer un petit peu les choses. Ça va prendre du temps. Évidemment, on va pas avoir dès le 1er septembre, hop, tout va changer. Ça va prendre des années, littéralement. Après la première année, on commencera à voir un petit peu les premiers changements, mais ça va prendre clairement des années. Mais une chose est sûre, j'espère que du coup, bah, ça fera du bien à Apple parce que même si l'entreprise, encore une fois, gère très bien certains aspects, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Clairement, il y a des choses à améliorer. Et je pense que l'un des trucs les plus importants à améliorer, Apple, c'est le fait que vous dites que vous êtes écologique, mais derrière, on ne puisse pas remplacer ou réparer facilement nos appareils. Ça, c'est quelque chose à changer et que j'espère que l'Union européenne va forcer de plus en plus. Ensuite, on a une autre news par rapport à Apple, justement, qui parle du fait que les Mac Intel, donc basés sur des puces Intel, vont être arrêtés d'être supportés à partir de macOS 27, ce qui est au final, ils ont supporté quand même pendant pas mal de temps. Je pense que le dernier Mac Intel est sorti en 2019, donc ça fait pratiquement 6-7 ans de mise à jour, plutôt respectable par rapport au reste de l'industrie. Tenez compte aussi que ils auront plus les dernières versions, mais s'il y a des failles de sécurité, je pense qu'ils continueraient quand même de mettre à jour, donc il faut quand même noter ça. C'est juste qu'ils n'auront pas les dernières fonctionnalités non, on va dire, sécurité, plus des trucs qui sont faits pour être jolis. Et c'est dû au fait que ces Mac Intel commencent à pas mal dater. Il y a pas mal de choses qui commencent à être intégrées dans, en tout cas, macOS, qui requièrent justement les nouvelles puces Apple Silicon, notamment au niveau même juste de tout ce qui est IA, parce que les puces Apple Silicon ont des accélérateurs intégrés d'IA, même à partir des puces M1, alors que les puces Intel n'en avaient pas du tout. Donc rien que ça affecte ce qu'ils peuvent faire justement sur l'OS. Et puis juste aussi, ça va leur permettre de virer toutes ces dépendances, ou en tout cas d'avoir des ingénieurs, ou de libérer des ingénieurs qui travaillaient sur une version spéciale de macOS qui supportait pleinement ces processeurs x86. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur les processeurs ARM. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne chose en réalité. Même si c'est dommage pour tous ceux qui ont encore des Mac avec une puce Intel, il faut quand même se dire que oui, ça allait bien finir par arriver et c'est maintenant que ça arrive. Ensuite, on a une news plutôt importante au niveau de la RAM parce que bien sûr, nous avons toujours la crise de la RAM qui continue. Même si les prix sont en train de diminuer petit à petit, la RAM coûte encore très cher et vous avez des entreprises qui sont en train de travailler justement à des solutions là-dessus. Et notamment, introduire un nouveau format de RAM qui est la DDR5 UDIMM. Alors, le format physique reste exactement le même, c'est les mêmes barrettes et tout ça. Donc, en toute logique, via une mise à jour de BIOS, ce serait compatible avec toutes les cartes mères DDR5. Mais la différence avec ce module UDIMM, c'est au niveau de son fonctionnement. Un module de mémoire classique a deux channels de 32 bits pour mettre les différentes puces mémoire. Donc, ça permet de mettre, donc, par exemple, avec, je sais pas moi, un module de 16 Go, vous allez avoir 8 Go qui va être sur le premier channel de 32 bits, et puis vous allez avoir 8 Go qui est sur le deuxième channel de 32 bits. Et si vous avez deux barrettes, ça veut dire que chacune de ces barrettes a encore une fois deux channels de 32 bits. Et bien là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir deux channels, ils vont mettre un seul channel. Et ça va permettre aussi des configurations mémoire un petit peu particulières et notamment avoir des barrettes de 12 Go. Et donc, vous pourriez avoir deux barrettes de 12 Go et avoir 24 Go, ce qui est un bon compromis pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour 32 Go, mais veulent plus que 16 Go. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, il y a forcément quelque chose qui n'allait pas fonctionner. Parce que si ça fonctionnait bien, il aurait fait depuis déjà longtemps. Le problème, c'est que vous devez bien vous en douter, en passant de deux channels de 32 bits à un channel de 32 bits, ça réduit les performances. Forcément. Donc la bande passante mémoire chute de 50%, ce qui est énorme. Donc là, on le voit avec une barre de 8 Go, avec un seul channel de 32 bits. Nous avons une bande passante mémoire en lecture qui est de 32 gigabytes à la seconde, et avec une barrette de 16 Go, qui est techniquement juste ça fois 2, mais sur la même barrette. Donc avec deux channels de 32 bits, la bande passante est de pratiquement 60 gigabytes à la seconde. Et si vous mettez évidemment deux barrettes, on le voit ici, donc si vous mettez deux barrettes avec un seul channel de 32 bits, vous récupérez cette bande passante. Mais ça semble logique aussi, si vous avez deux barrettes avec 2 fois 32 bits, vous avez encore plus de bande passante. Donc c'est un peu au final comme avoir une seule barrette de mémoire. C'est un peu comme perdre l'avantage du dual channel sur un système.
Et dans certains cas, c'est plutôt mauvais, en particulier pour les jeux vidéo. Bien qu'il y a des tests qui ont été faits, je sais bien que French Hardware, ils avaient fait quelques tests où une seule barrette, en réalité, semblait donner toujours des bonnes performances. Donc ça mérite d'être investigué. Mais le truc, c'est que vous allez avoir les mêmes problèmes. C'est exactement les mêmes problèmes. Même si vous avez 2 barrettes et que vous avez le dual channel, comme vous avez sacrifié la bande passante derrière en passant de 2 à 1 channel de 32 bits sur chacune de ces barrettes, vous allez au final avoir le même sacrifice que si vous aviez mis juste une seule barrette. Donc, il y a plus de tests qui doivent être faits, mais c'est clairement pas une solution. C'est un peu de bricolage pour donner une pseudo-solution. Et surtout, pour moi, ça va être un peu mensonger parce que, encore une fois, quelqu'un pourrait juste prendre une seule barrette de 24 gigas pour avoir justement 24 gigas de RAM. C'est possible. C'est juste que, encore une fois, on recommande souvent d'avoir du dual channel, donc 2 barrettes. Donc là, ils sortent un kit de 2 fois 12 gigas. Les gens vont se dire: «Ah, c'est bon, il y a 2 barrettes dual channel, j'ai toujours mes performances», et derrière, ce ne sera pas le cas. Donc pour moi, il y a clairement un côté mensonger et ça va exploiter un petit peu l'ignorance des gens justement sur le fonctionnement de la RAM pour essayer de vendre de la RAM quand même qui est, oui, moins cher, mais ça leur permet de recycler justement, ou en tout cas de maximiser leur puce mémoire pour faire plus de barrettes et vendre plus derrière. Donc ouais, ça demandera d'être plus investigué, mais une chose est sûre, ce n'est pas une solution. Selon moi, c'est juste un peu du bricolage. Et maintenant, on passe au deal de la semaine. Nous avons quelques deals intéressants et notamment, nous avons, oui, un deal sur une carte graphique. Je sais, c'est incroyable, surtout en ce moment. Nous avons ici une RTX 5060 de chez Gigabyte. C'est un modèle WindForce avec 2 ventilateurs, donc largement suffisant pour une 5060, pour être très honnête. Et il est vendu 291 €. Et c'est un assez bon prix. Même avant la crise de la RAM et tout ça, ça aurait été un bon prix pour une 5060. Et vu le contexte actuel, c'est encore un meilleur prix. Et c'est vendu, expédié directement par Amazon. Il y a encore du stock à l'heure actuelle. Et c'est évidemment le prix le plus bas qu'on a vu depuis basiquement éternellement, je pense, sur cette carte en particulier. Ensuite, nous avons une petite carte mère pas trop chère. C'est une Gigabyte B650M. Pas la meilleure carte au monde, on doit être très honnête, mais c'est une carte en AM5 qui est vraiment pas chère, qui a tout ce qu'il faut. Vous avez tout support même des Ryzen 9000 si vous voulez, même si selon moi, ce genre de carte, vous le couplez avec un 7500F. Avec un 7500F, c'est juste parfait si vous arrivez à en trouver un vraiment très bon prix, voire même un 9600X si vous en avez un qui est pas très loin du prix du 7500F. Puis vous mettez une petite carte graphique avec, et là vous êtes déjà bien. Alors faites juste attention, ces cartes en B650 ne supportent pas le PCI Express 5.0 sur le slot notamment du GPU. Et donc, c'est-à-dire qu'une 5060 ou une 5060 Ti qui a seulement un slot x8 en réalité fonctionnel serait limité au niveau de la bande passante et ça peut sacrifier une partie des performances. Donc tenez-en compte, c'est très important. Donc ça, c'est plus une carte mère que je couplerai avec une RX 9060. Là, ce serait une carte beaucoup plus intéressante justement pour aller avec. Et puis on a un petit water cooling de chez Corsair, c'est un IQ Link en 240 mm. Le plus intéressant, il y a des Thermalright moins chers ou en tout cas en 360 mm pour le même prix. C'est juste que vous avez le support d'IQ Link et ça permet du coup notamment de réguler la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide de refroidissement. Et ça, c'est hyper important pour avoir un PC plus silencieux. Donc rien que pour ça, et surtout il est à 49 €, selon moi ça vaut la peine justement de, contrairement à Thermalright, oui, d'avoir un 240 mm au lieu d'un 360 mm, mais derrière vous avez ce support logiciel qui est juste hyper bien et surtout qui vous permettra d'avoir un PC plus silencieux. On a aussi du téléphone, mais vraiment à des prix incroyables. Vous avez le Poco M7 de chez Xiaomi ici. C'est un modèle quand même vraiment pas mal, genre 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, écran Full HD 144 Hz de 6,9 pouces. Vous avez un Snapdragon 685, c'est pas le meilleur, mais c'est largement suffisant pour beaucoup de gens. 7000 mAh de batterie pour 119 €. What? 119 € pour un téléphone qui, pour la plupart des gens, serait largement suffisant. C'est vraiment, c'est un prix incroyable et c'est le prix du coup le plus bas depuis quand même un petit bout de temps. Donc 119 € pour un smartphone avec de tels specs, franchement, moi je trouve que ça vaut largement la peine. Et puis nous avons un petit écran, il y a toujours un écran chaque semaine, et notamment c'est aussi un écran de Xiaomi. C'est un 34 pouces avec une dalle VA, tenez-en compte, 180 Hz, avec une petite courbe par contre, tenez-en aussi compte, il y a une petite courbe, mais elle n'est pas trop agressive non plus. Et donc ça vous donne un très bon écran ultra wide qui, voilà, pour moi l'ultra wide, j'adore ça.
C'est juste qu'à cause de YouTube, je suis obligé d'avoir un écran 16:9, c'est un peu embêtant. Mais j'adore l'ultra-wide et pour 239 € pour ce genre de spec, bah, c'est un très bon deal. Donc vous aurez des liens dans la description vers tous ces produits-là, ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci d'avance à ceux qui les utilisent. Ensuite, nous avons un nouveau processeur qui va sortir de la part d'AMD avec un cache X3D et c'est le 5800X3D. Oui, quelle année on est? Non, c'est pas une blague. Le AMD va ressortir un 5800X3D, en version anniversaire parce que c'est l'anniversaire de la M4 qui va fêter ses 10 ans. Donc ce n'est pas une version 10 ans pour le 5800X3D parce que ça ne fait pas 10 ans qu'il existe pour information. Ici, c'est vraiment pour les 10 ans de la M4 qui commence à je savais pas qu'on était déjà à 10 ans, donc ma foi, bon anniversaire, je suppose. Et donc, ils vont ressortir un 5800X3D pour fêter ça. Et aussi certainement parce que les Ryzen 5000 utilisent la DDR4. La DDR4 coûte moins cher. Et en ce moment, avoir de la DDR4, c'est peut-être pas si mal. Et le 5800X3D, en 2026, continue de plutôt bien se débrouiller. Donc c'est pour ça qu'ils vont sortir à nouveau le 5800X3D. Et du côté d'NVIDIA, eux aussi vont ressortir du neuf avec du vieux. Parce que nous avons cette fameuse RTX 3060 qui va revenir bientôt. Donc elle pourrait revenir, pour information, en juin. Il y avait déjà eu des rumeurs par le passé, mais on n'avait rien vu qui revenait derrière. C'est peut-être le temps qui relance un peu la production, c'est tout à fait possible. Et du coup, nous allons normalement à partir de juin, oui, 2026, avoir à nouveau cette 3060 qui revient. Et apparemment, le plus intéressant, ce serait le modèle 12 gigas, parce qu'il existait des modèles 8 gigas de la 3060. Il me semble même qu'il existait un modèle 10 gigas. Il y avait des trucs vraiment bizarres avec cette carte. Donc, un modèle 8 gigas serait pas intéressant selon moi, mais un modèle 12 gigas, c'était la meilleure version de la 3060, franchement, ça pourrait être intéressant. Mais évidemment, ça dépend du prix. C'est toujours une question de prix. Si le prix est bon, ok, pourquoi pas. Mais si c'est, je sais pas moi, 250 €, 300 €, non, ça ne vaut pas la peine, forcément. Ensuite, nous avons Framework qui a fait plein d'annonces plutôt intéressantes. Et notamment, la plus grosse annonce, c'est le fait qu'ils ont introduit le Framework Laptop 13 Pro. Donc, c'est une version améliorée de leur Framework Laptop 13 qui est, et c'est plutôt intéressant, rétrocompatible avec le framework Laptop 13. Donc si vous en avez déjà un, eh bien vous pourrez acheter les pièces qui font que la version Pro est une version Pro et upgrade votre framework Laptop 13 actuel. Que ce soit juste en prenant la nouvelle carte mère de cette version Pro, on va en parler après, mais aussi en prenant même l'entièreté du châssis du nouvel ordi, tout en gardant votre ancienne carte mère. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça montre que après au final, ça fait plus de 4 ans maintenant que Framework existe, mais ils continuent de pleinement supporter justement le design qu'ils ont introduit avec leur tout premier laptop. Et c'est quand même assez important selon moi. Et du coup, quelles sont les autres nouveautés au niveau de ce Framework Laptop 13 Pro? Eh bien déjà, ce nouveau châssis est fait en aluminium CNC, donc c'est-à-dire vous avez une machine qui creuse dans un bloc d'aluminium pour faire le châssis, donc tout comme le fait Apple avec leur gros MacBook ou même le MacBook Air. Alors qu'avant, pour l'ancien laptop 13, c'était une presse, ça veut dire qu'ils avaient une plaque d'aluminium assez fine et ils pressaient la forme en place. Le problème avec la presse, c'est que le châssis est moins résistant que si c'était vraiment, encore une fois, enlever de la matière dans un bloc d'aluminium. Aussi, parce que comme ils pressent en place les choses, ils ne peuvent pas mettre, par exemple, chaque trou de vis. Donc, ils doivent rajouter ensuite une plaque en plastique qui permet de visser les choses. Donc, forcément, cette plaque en plastique est moins résistante que littéralement un châssis en aluminium. Donc là, cette nouvelle construction est beaucoup plus rigide et juste de meilleure qualité. Ensuite, ils ont introduit aussi des cartes mères maintenant avec les Core Ultra 300. Donc oui, Panther Lake. Et nous avons des Core Ultra 300 avec le plus petit GPU qui est moins intéressant, mais toujours intéressant pour quelqu'un qui veut juste un maximum de durée de vie de batterie. Mais nous avons aussi une version X, donc les versions avec les gros GPU qui sont plutôt bons pour jouer à des jeux vidéo derrière. Donc ça, c'est une très bonne upgrade parce que les Core Ultra 300 sont vraiment excellents. Et les prix sont même pas si déconnants sur les cartes mères, on va aller les voir après. Et aussi, pour justement avoir le maximum de performance avec cette plateforme Core Ultra 300, ils doivent utiliser de la mémoire plus rapide, donc ils ont un module LPCAM. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un module LPCAM pour la RAM. Donc la RAM est toujours interchangeable, tout en supportant le nouveau Core Ultra 300, donc ça c'est génial. Ils ont aussi une version avec les nouveaux Ryzen AI, tenez-en compte, et ça utilisera toujours de l'ancienne RAM. Ils en ont aussi profité pour
introduire une nouvelle batterie qui maintenant atteint 70 Wh, donc un peu plus de 70 Wh. Donc ça permettra, en plus du fait qu'ils ont, c'est même 74 Wh, je le vois ici, c'est une augmentation de 22% comme ils le disent. Donc en plus des Core Ultra 300 qui sont plus efficaces au niveau énergétique, nous avons cette nouvelle batterie qui va améliorer justement la durée de vie de l'ordinateur et ça c'est assez notable. Alors par contre, pour avoir la nouvelle batterie, elle est plus grosse physiquement, donc il faut avoir obligatoirement le nouveau châssis. Mais vous pouvez acheter juste la plaque du dessous, le nouveau châssis, et mettre à jour votre framework Laptop 13. Et vous pouvez même toujours garder les mêmes charnières pour l'écran, le même écran et tout ça, mais vous pouvez juste changer la partie basse au final et garder même l'ancienne carte mère. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi des nouveaux haut-parleurs qui vont avec ce nouveau châssis, ils sont apparemment meilleurs. Et nous avons aussi, et ça c'est selon moi génial, nous avons enfin un trackpad. Alors on ne le voit pas ici, non, on ne le voit nulle part. Vous avez un nouveau trackpad haptique. Donc ici, comme vous pouvez voir en dessous, le trackpad est, il me semble d'ailleurs, un petit peu plus grand. Et c'est maintenant un trackpad haptique. Donc tout comme vous avez sur les Mac d'Apple, les MacBook, que ce soit les MacBook Air ou MacBook Pro, ou même certains ordinateurs Windows, maintenant vous avez ce trackpad qui est, selon moi, bien meilleur. Et vous pouvez, et ça c'est aussi encore une fois la force de framework, vous pouvez juste acheter le nouveau. Alors sur le framework Laptop 13, toute la plaque du dessus, tout, vous avez le clavier, le trackpad, tout ça est fixé dessus, le bouton aussi, donc vous devez acheter tout ça en une seule pièce. Même si techniquement, vous pouvez aussi acheter le clavier à part, mais la plupart des gens achètent juste la plaque en entier. Mais du coup, vous pourrez acheter cette nouvelle plaque du framework Laptop 13 Pro et avec du coup le nouveau trackpad et la mettre sur l'ancien. Et ça marchera sans aucun souci. Donc ça, encore une fois, c'est génial. Et une autre upgrade que beaucoup de gens attendaient, c'est que maintenant, il y a enfin, oui, un écran tactile. Donc vous pourrez euh, upgrade déjà l'ancien framework Laptop 13 avec cet écran tactile, sans rien d'autre changer. L'écran est exactement le même, les mêmes fixations et tout ça, donc ça c'est encore une fois génial. Mais derrière, c'est un nouvel écran tactile qui n'est pas OLED, un petit peu dommage, mais c'est un écran apparemment qu'ils fabriquent eux-mêmes, ou en tout cas c'est un écran custom rien que pour eux, qui est, il me semble, IPS ou autre chose. Il peut atteindre 700 nits de luminosité, ce qui est en réalité pas mal, ce qui est meilleur même que beaucoup d'écrans OLED. Il a une résolution assez dense au niveau pixel aussi, mais il fait toujours du 120 Hz. Il peut même descendre apparemment. Donc il a un taux de rafraîchissement variable, donc ça aidera aussi au niveau de la batterie. Et du coup, avec toutes ces upgrades, on peut voir aussi d'ailleurs le trou pour les speakers sur le côté qui ont été améliorés. Avec toutes ces upgrades, franchement, je pense que le framework Laptop 13 devient aussi bon que les meilleurs laptops Windows. Parce que l'ancienne version du laptop 13, c'était plus un ordinateur milieu de gamme, selon moi, à un prix haut de gamme. Parce que avec le fait qu'on puisse remplacer les pièces et que Framework est une plus petite entreprise, il devait demander plus d'argent pour cet ordi. Et donc, ça faisait en sorte que il était en face de d'autres ordis comme les Dell XPS et tout ça qui étaient juste mieux construits en fait. Ou même les MacBook. Mais là, avec le nouveau laptop 13 Pro, qui va coûter plus cher, tenez-en compte, mais l'ancienne version par contre va peut-être baisser un petit peu en prix. Mais du coup, la nouvelle version coûte un peu plus cher. Mais selon moi, avec toutes les upgrades qu'il y a, mais ils n'ont pas à rougir face à la concurrence. Ils ont clairement toutes les fonctionnalités qu'il faut. Ils ont un excellent trackpad maintenant, une meilleure batterie, les derniers processeurs, un châssis beaucoup plus rigide, beaucoup mieux construit, tout en gardant le côté réparable derrière. Oui, c'est cher. Par contre, vous allez le voir, les prix sont, encore une fois, ça reste framework, ça reste des prix assez élevés. Mais derrière, voilà, ils n'ont plus à rougir face à leurs concurrents. Et du coup, regardons un petit peu au niveau des prix des cartes mères. C'est là que c'est sûrement assez étonnant parce que la version Core Ultra 5 325, qui, voilà, c'est pas le meilleur Core Ultra 300, il n'a même pas forcément le gros GPU. C'est la version X7 qui lui aura le gros GPU, mais elle coûte 509 euros. Et 509 euros, en réalité, pour une upgrade de carte mère framework pour le laptop 13, c'est pas trop mal en fait. Et c'est même moins cher, et c'est ça qui est assez abusé. C'est moins cher que la version Ryzen AI qui était plus chère derrière, même si là en réalité il y a une petite promotion dessus. Mais comme vous pouvez voir, juste même la version Ryzen AI 340 est à 449 euros pour un processeur qui est clairement moins bon que le Core Ultra, on va être très honnête. Et la version Ryzen AI 7 350 est déjà à 679 euros, donc ça monte assez vite. Et si vous regardez en réalité les prix du nouveau laptop 13 Pro, parce qu'on va quand même regarder à ça, vous allez vite voir que la version AMD, bizarrement, coûte plus cher. La version Core Ultra commence à 1349 euros pour la version DIY, donc vous faites vous-même, alors que la version Ryzen AI commence à 1579. Ok, c'est pour moi assez bizarre, je sais même pas qu'est-ce qui fait cette différence, mais ok. Ah, c'est parce que vous devez
Vous n'avez pas le choix de prendre l'autre carte mère qui coûte encore moins cher. Donc ça, c'est un choix assez particulier parce que vous pouvez quand même l'acheter sur le store. Mais bon, comme vous pouvez voir, la version Core Ultra coûte moins cher. Donc vous avez aussi une version X7, vous avez aussi une version X9 avec le tout gros processeur. Mais honnêtement, la version X7 est largement suffisante. Elle a le même nombre de cœurs, elle a le même GPU, c'est juste qu'elle a un petit peu moins de fréquence. Mais moi, je prendrais clairement la version X7 si vous voulez un bon GPU. La version X9 ne sert à rien. Et si vous n'avez pas besoin du GPU, ou en tout cas vous avez juste besoin d'un GPU de base, mais toujours l'efficacité énergétique, la version Ultra 5 ici est bien meilleure. Évidemment, il faut mettre la RAM aussi. Donc le module LPCAM pour 30 Go coûte 490 euros, ce qui en réalité, honnêtement, c'est un prix pas si dégueulasse que ça pour un module LPCAM. Les modules LPCAM coûtent très cher parce que c'est de la RAM plus rapide encore que ce que vous avez sur un slot SODIMM classique. Vous avez aussi du coup le stockage qui coûte la peau des fesses en ce moment. Donc si vous regardez, si vous voulez une version toute faite de ce framework laptop 13, vous pouvez voir qu'il commence en tout cas en version Ultra Core Ultra 3 et avec la version X7 ici, il commence à partir de 2369 euros. C'est encore une fois cher. C'est clairement cher. Mais si vous regardez les autres ordinateurs de taille similaire avec une configuration similaire, surtout avec les Core Ultra 300, c'est les prix en fait. Donc là, pour la première fois, Framework est à peu près au même prix que la concurrence pour quelque chose de similaire, encore une fois. Mais ça reste, ouais, ça reste très cher. Donc il faut vraiment avoir besoin de ce côté modulaire, pouvoir changer toutes les pièces et tout ça. Je pense que l'intérêt aussi, c'est quand vous investissez dans Framework derrière, ben là, encore une fois, vous avez pu le voir, si vous voulez juste changer la carte mère, ce qui change littéralement l'entièreté du PC en quelque sorte, il devient bien meilleur. Mais juste en changeant la carte mère qui coûtait juste 500 euros, vous pouvez upgrade l'entièreté de votre laptop. Donc il y a ce côté un petit peu investissement. Oui, ça coûte cher au début, mais après, vous pouvez remplacer des pièces par-ci par-là et garder le laptop virtuellement, éternellement en fait. Dès qu'il y a un truc qui casse, vous pouvez juste le remplacer. Donc voilà. Si par contre, vous n'êtes pas du genre à vouloir faire ça, si vous êtes du genre à faire attention à vos affaires, ouais, Framework est selon moi moins intéressant parce que vous n'avez pas tiré pleinement parti de leur avantage. Il y a aussi un dernier avantage, c'est qu'ils ont un très bon support de Linux. Ils l'ont d'ailleurs montré. Ils travaillent avec notamment Ubuntu, mais il y a d'autres distributions Linux qui marchent très bien sur les frameworks laptop. Donc pour ceux qui veulent justement du Linux et un ordinateur qu'ils peuvent facilement réparer, ben, c'est la meilleure option. Et d'ailleurs, je ne vais pas mentionner, mais oui, il y a une version, comme vous pouvez voir, sombre du châssis, enfin une version même pratiquement noire, qui est très classe. Mais ils avaient montré dans une vidéo une version grise, mais je ne la vois pas sur le site, donc ça, je ne sais pas trop. Et à côté de ça, Framework a fait d'autres annonces, notamment au niveau du laptop 16. Par exemple, ils ont enfin un trackpad en une pièce qui va arriver, parce qu'avant, il y avait une séparation sur les côtés qui faisait que ce n'était pas très satisfaisant quand vous mettiez vos bras. Donc ça permet d'avoir aussi un look beaucoup plus clean. Et ils ont la même chose aussi pour le clavier, même si là, selon moi, c'est moins important. Donc ça, c'est une bonne chose, même si par contre, c'est toujours le même trackpad. Il n'y a pas une version haptique. J'aimerais bien qu'ils mettent le même trackpad haptique qu'ils ont sur le 13 Pro, sur le 16, parce que j'adore un trackpad haptique. C'est juste génial, donc ce serait une bonne chose. Et c'est basiquement la seule upgrade par contre du framework laptop 16. Il y a aussi une nouvelle carte mère qui coûte moins cher, donc ça permet de le rendre un peu plus accessible, même s'il reste très cher. Il n'y a pas d'écran tactile qui arrive pour le moment. Ça aussi, je suis un petit peu triste. Mais le dernier truc qu'ils ont annoncé aussi, qui est plutôt intéressant, c'est le fait qu'ils vont sortir un clavier sans fil avec un trackpad. Vous allez me dire pourquoi? Bah déjà, ça réutilise des pièces qu'ils avaient déjà. Ils ont le clavier et tout ça. Leur clavier est plutôt bon. Donc, on ne pourra pas le réutiliser dans un châssis avec une petite batterie, un trackpad et hop, ça fait un clavier sans fil. Et c'est surtout très pratique pour les gens qui utilisent un PC connecté à une TV. Parce que du coup, vous avez toujours le trackpad et vous pouvez contrôler une souris tout en étant dans le canapé ou autre chose. Et si vous regardez les options pour ça actuellement, elles ne sont pas très bonnes honnêtement. La plupart des claviers sans fil avec un trackpad intégré sont plutôt bof. Donc franchement, là, je suis hyper intéressé par ça. Personnellement, dès qu'il sera disponible, parce qu'il n'est pas encore disponible pour le moment, on peut même pas le précommander, mais dès qu'il sera disponible, je vais m'en prendre un parce que c'est le clavier que j'attendais. Parce que jusqu'à maintenant, oui, il n'y avait aucune bonne option. Donc ça, personnellement, je suis assez content de le voir. Et enfin, une petite dernière news au niveau de framework qui devrait intéresser en réalité pas mal de gens, c'est le fait qu'ils ont annoncé un nouveau dev kit pour le framework laptop 16 qui permet de rajouter, oui, un port Oculink. C'était déjà possible de bricoler quelque chose et j'ai d'ailleurs une vidéo planifiée là-dessus. Donc, ma foi, voilà, ils ont un peu cassé. Ben, en réalité, ma vidéo a toujours un intérêt parce que ce dev kit n'arrive pas tout de suite, il arrive plutôt fin d'année, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, ce module, donc je rappelle que le principe du framework laptop 16, c'est que vous avez tout l'arrière qui peut être enlevé. Donc, vous pouvez mettre un GPU,
Vous pouvez mettre un module juste vide avec les ventilateurs. Vous pouvez aussi mettre un module où vous avez des slots M.2 supplémentaires. Et bien, du coup, il y a certaines personnes qui traficotaient, qui mettaient juste un adaptateur Oculink M.2 vers un port Oculink. Et bien là, ils ont sorti un truc officiel, ou en tout cas, ils vont sortir un truc officiel. Donc l'Oculink, pour ceux qui ne savent pas, c'est un port PCI Express externe. C'est littéralement juste, vous prenez un slot PCI Express classique, un slot M.2 ou autre chose, et vous le mettez sous forme d'un port externe que vous pouvez brancher via un câble. Et donc ça, pour les iGPU notamment, c'est bien mieux que le Thunderbolt ou l'USB 4 parce que il n'y a pas une surcouche par-dessus, c'est vraiment juste un pur signal PCI Express. Mais ça a aussi des désavantages, notamment, ça ne supporte pas le hot disconnect, donc vous ne pouvez pas juste débrancher le câble, ça va faire cracher le PC, parce que c'est comme si vous débranchiez une carte graphique d'un PC qui fonctionne. C'est pas très bon. Donc, il y a certains désavantages comme ça, même s'il suffit juste d'éteindre le PC. Hein. Pour ceux qui se demandent, vous éteignez le PC, vous débranchez le câble, vous pouvez rallumer le PC, c'est bon. Donc, c'est pas très compliqué non plus. Mais du coup, il faut quand même en tenir compte. Et du coup, ce module, en plus, ils l'ont bien fait parce que le Oculink classique qu'on connaît, c'est le port Oculink le plus petit qui est en x4. Donc, c'est un signal PCI Express 4.0 x4, ce qui est déjà pas mal. Hein, ça donne 64 gigabits de bande passante. Mais ici, c'est un port Oculink x8 parce que ce module du framework Laptop 16 supporte Win-in PCI Express. Parce que la plupart des processeurs mobiles, pour ceux qui ne savent pas, ont toujours Win-in PCI Express pour le GPU dédié. Et c'est le cas pour tous les laptops que vous connaissez. C'est toujours Win-in la plupart du temps. Et donc là, ils permettent d'utiliser pleinement ces Win-in vers ce port Oculink qui est encore plus large. Du coup, c'est la version plus large qui supporte le x8. Il y a des docks qui existent. Il y en a moins que les ports Oculink x4, mais il existe des docks x8. Donc, c'est tout à fait possible de mettre un GPU dessus. Ils indiquent toutefois que c'est un dev kit parce qu'ils considèrent que c'est un peu du bricolage, mais ce sera tout à fait possible de le faire. Et du coup, avec ce port Oculink x8, ça permet d'avoir jusqu'à 128 gigabits de bande passante. Donc c'est largement au-dessus du Thunderbolt 5. Et tenez compte que le Thunderbolt 5, en réalité, même s'il a 80 Go et 120 Go dans un sens, évidemment, vous n'avez pas les 120 Go avec un GPU externe parce qu'il doit communiquer. Donc, ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Vous n'avez pas non plus les 80 Go parce qu'une limitation du Thunderbolt 5, c'est qu'il est limité à 64 gigabits pour ce genre d'utilisation. Pour quand vous connectez un stockage ou un GPU externe, c'est 64 gigabits. Donc là, c'est bien meilleur. C'est 2 fois la bande passante maximum du Thunderbolt 5 sans tous les désavantages derrière. Et du coup, ça permettra d'avoir des GPU externes ultra puissants. Il le montre un petit peu aussi d'ailleurs. Il montre juste un GPU classique connecté avec juste une alimentation. Alors là, c'est vraiment le strict minimum. Mais il montre aussi le fait que vous pourrez juste réutiliser un module GPU d'un framework Laptop 16 et l'utiliser comme iGPU, ce qui me semble être une drôle d'utilisation, mais vous pourrez le faire. Mais voilà, le grand intérêt, ce sera de connecter évidemment un gros GPU. Donc voilà à quoi ressemble d'ailleurs le truc, et une fois que ce soit fini. Donc ce que vous pourrez acheter, c'est juste la petite carte mère ici, et vous pourrez le mettre dans un expansion bay vide existant que vous pouvez déjà acheter sur le site, et donc ça vous permettra directement d'avoir accès à ça. Et franchement, j'ai hâte de tester ça parce que l'Oculink selon moi est très intéressant. C'est pour ça que je suis en train de travailler sur une vidéo là-dessus. Et là, c'est la meilleure solution, c'est la solution parfaite. Vous avez du x8 et derrière, ça vous permet d'avoir un GPU qui n'est pas bridé. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre une 5090 avec ça, mais vous pourrez quand même mettre par exemple une 5070, même une 5070 Ti, même une 5080 à la limite. Elle ne serait pas trop limitée. Il y aurait un peu de limitation quand même, tenez-en compte. Il y a une petite perte de performance puisqu'on est qu'en PCI Express 4.0 x8, mais on aurait quand même pas mal de performances tout en gardant l'avantage d'un laptop. Et du coup, vous pourriez avoir votre laptop en mode portable. Vous arrivez, vous branchez ce câble Oculink et d'un coup, vous avez une RTX 5080 ou autre chose. Et derrière, si vous avez quand même besoin d'un GPU parce que vous vous déplacez, vous pouvez toujours avoir le module derrière qui permet de changer facilement et mettre un GPU externe, enfin un GPU interne. Donc franchement, là, vous avez le meilleur des deux mondes selon moi. Donc ouais, très intéressé par ce module Oculink DevKit, même si c'est clairement du bricolage et c'est pas pour tout le monde. Ensuite, nous avons le Ryzen 9 9950X 3D2, c'est un sacré nom, qui est sorti, qui a été testé. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de tests qui sont sortis parce qu'il y a une polémique là-dessus sur le fait que AMD n'a pas envoyé beaucoup de processeurs à des reviewers. Comme vous pouvez voir, la liste est beaucoup plus réduite que d'habitude, mais il y a quand même quelques reviewers qui ont réussi à avoir justement le processeur. Et du coup, si on regarde Hardware Unbox, si YouTube daigne charger, donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que sur une moyenne de 14 jeux avec une 5090 en 1080p médium et ultra, ce qui est fait pour limiter
la limitation du GPU ici. Donc, c'est vraiment fait pour que le CPU montre ses capacités pleinement. Donc, c'est pas très réaliste, tenez-en compte. Mais ça montre ce que le CPU est capable dans le futur, en tout cas, quand il y aura des GPU encore plus puissants. Vous pouvez voir que du coup, ce 9950X 3D2 devient techniquement le meilleur CPU pour les jeux, mais pas de très loin. C'est littéralement juste à 1%. Et si vous regardez dans la plupart des sélections de jeux, ça varie énormément. Il y a certains jeux, il est même moins bon que celui qui remplace, ou en tout cas son petit frère, le 9950X 3D, parce qu'il a aussi une fréquence qui est légèrement en dessous, il perd 100 MHz, donc c'est peut-être pour ça. Mais dans les jeux, par contre, qui utilisaient plus que Weaker, notamment, c'est là où il montre un petit peu sa puissance. Et on le voit notamment avec ce genre voilà, cet accord-ça qui utilise mieux ce cache X3D. Vous pouvez voir qu'ici, les performances sont clairement meilleures par rapport aux autres et ça le place clairement au-dessus. Même chose avec ici Horizon Zero Dawn, où vous avez, par exemple, 7% de performance en plus par rapport au processeur qui était le meilleur d'AMD, en tout cas jusqu'à maintenant, sauf si vous comptez le 9800X3D aussi, qui est en réalité très bon pour les jeux vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le meilleur CPU pour le jeu à l'heure actuelle, mais ouais, ça n'en vaut pas la peine, on va être très honnête. Une amélioration d'1% de performance dans cette sélection de caractères jeu, c'est juste pas très bon. Donc, le truc, c'est qu'AMD n'a jamais dit que c'était vraiment un processeur vraiment fait pour les jeux vidéo. Quand ils ont même annoncé le processeur, ils parlaient plus de tâches d'IA et ce genre de choses. Donc oui, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans un PC de jeu, mais selon moi, c'est pas vraiment son but ici. Si vous deviez faire un nouveau PC maintenant et que vous voulez juste le meilleur du meilleur et que vous n'en avez rien à faire de ce que vous dépensez d'argent, bah oui, je suppose que c'est le meilleur. Mais oui, pour la plupart des gens, c'est juste pas très intéressant. Un 9800X 3D est bien meilleur. Le 7800X 3D reste toujours très bon. Le 9700X aussi. C'est le genre de processeur que vous devez prendre pour un PC de jeu. Ce 9950X 3D2, non. Et du coup, d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne au niveau prix? Alors, son prix public annoncé apparemment serait de 959 euros, même si là, ils disent que ce serait plutôt 949 euros. Ça me semble plus d'ailleurs logique par rapport au prix qu'on avait vu. Et là, ils l'ont même en promotion. Il vient juste de sortir, il est déjà en promotion sur Megeko à 924 euros. Ce qui reste en réalité très cher parce que le 9950X 3D, lui, coûte normalement voilà, 679 euros. Donc, payer littéralement 200 euros de plus, oui, c'est même plus que 200 euros, mais bon, pratiquement 300 euros en plus pour 1% de performance dans les jeux. Oui, c'est pas un processeur fait pour les jeux vidéo. Ne l'achetez pas pour jouer aux jeux vidéo. C'est juste irraisonnable selon moi. Et enfin, une dernière news assez importante, c'est que nous avons évidemment le Computex qui arrive très bientôt et apparemment, pour le Computex, on devrait voir arriver les fameux Intel G3 qui sont ces nouveaux processeurs mobiles de jeux vidéo qui seront basés sur Panther Lake, qui utiliseront le full GPU de Panther Lake aussi, qui est, on l'a vu, excellent dans les tests, et largement au-dessus de ce que fait AMD. Il est meilleur que ce que fait avec Qualcomm avec les puces X2. C'est un très bon GPU et du coup, on devrait le voir arriver dans des consoles portables. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment, pour ceux qui cherchaient une upgrade, parce que si vous regardez, si vous avez acheté une ROG Ally, passer à une ROG Ally X, pas beaucoup d'intérêt. Passer à une ROG Xbox Ally X, pas beaucoup d'intérêt non plus. Oui, vous avez un peu plus de performance, mais voilà, ça ne mérite pas le prix derrière, quoi. Vous devez payer 900 euros pour une nouvelle console et derrière, vous allez juste gagner 15%, 20, 25% en performance, si je me souviens bien. Donc, c'est pas incroyable non plus. Donc, ici, c'est vraiment pour moi la première vraie upgrade qu'on a depuis de nombreuses années par rapport aux premières puces Z1, justement, de AMD. C'est là qu'on a enfin quelque chose qui en vaut la peine. Mais, il y a toujours un mais, il faudra voir le prix. Les puces Panther Lake, on l'a vu, coûtent la peau des fesses. Elles coûtent vraiment très cher. Alors, on ne sait pas si c'est la faute d'AMD ou d'Intel plutôt, ou la faute peut-être du marché, la situation actuelle. On ne sait pas trop. Peut-être que le nouveau processus de gravure d'Intel juste coûte très cher et qu'ils veulent le rentabiliser. C'est tout à fait possible. Ils savent qu'ils ont aussi un très bon produit, donc c'est pour ça qu'ils se permettent de demander plus d'argent. Mais une chose est sûre, les puces, surtout avec le GPU intégré, donc les puces X coûtent très cher. On l'a vu d'ailleurs avec Framework, elle coûte assez cher quand même, la version X en tout cas. Et ça, c'est basiquement une version X, parce que vous allez avoir le full GPU. Donc espérons que, vu qu'ils mettent un peu moins de cœur CPU, ça va permettre d'économiser derrière. Mais à mon avis, ça va être cher. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des consoles mobiles apparaître à plus de 1000 euros. Et on le voit d'ailleurs aussi à l'heure actuelle, même la Lenovo Legion Go, avec une puce Z1 Extreme, a augmenté en prix. Elle est à plus de 1000 euros maintenant, ça n'a aucun sens. Les seules consoles qui n'ont pas bougé de prix, c'est au final les ROG Xbox, les deux, la version Xbox normale, non X, a baissé en prix.
Et la version X est toujours à son prix annoncé de 899 €, ce qui est, il faut le noter parce que tous les autres constructeurs semblent avoir augmenté leur prix. Et Asus, je suppose que vu que Asus a quand même du budget derrière, ben, peut-être qu'ils compensent derrière et se permettent de ne pas augmenter le prix pour juste capturer encore des parts de marché, je suppose. Mais une chose est sûre, oui, c'est la seule console qui ne semble pas avoir vraiment augmenté en prix. Donc là, derrière, c'est plus G3, en tout cas d'Intel, on ne sait pas encore le nom final hein, d'ailleurs, vont coûter à coup sûr plus que la ROG Xbox One X. C'est juste sûr et certain. Parce que Intel le sait, ils ont une meilleure offre, ils vont demander plus d'argent. Donc on verra bien. Une chose est sûre, même si ça va coûter cher, je suis intéressé de voir ce que ça donne. Je suis juste intéressé de voir ce que ça donne. Et donc on les verra normalement au Computex. Je serai présent au Computex. C'est d'ailleurs une petite news qu'on peut mettre en fin de ce Texama Show. Donc oui, le Computex arrive début juin et je serai présent comme d'habitude. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous demander qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu par rapport au Computex. Mon but cette année-ci, c'est de couvrir plus le Computex parce que d'habitude, c'est plus je vais voir, voilà. Et j'en parle dans le Texama Show que j'ai vu certains trucs, mais j'enregistre pas assez de vidéos sur le Computex en tant que tel. Là, j'aimerais faire pour cette année-ci un Texama Show spécial où chaque news, je suis physiquement devant le produit ou devant l'annonce ou autre chose. Donc, c'est pas juste moi devant un écran comme ça en train de parler, j'ai littéralement le truc à côté de moi. Donc, c'est mon but justement pour le prochain Computex. En tout cas, pour la plupart des news, il y a peut-être des news où j'aurai pas le produit devant moi, mais au moins je serai là-bas. Et donc, ce sera au moins vous aurez cette vidéo-là, un Texama Show spécial Computex avec encore une fois les trucs en direct. Et derrière, ben, est-ce que vous voulez voir des contenus est-ce que vous voulez que je couvre un petit peu des trucs tech un peu incongrus? Peut-être aller voir aussi le booth de Framework. Parce qu'ils auront toutes les nouveautés là-bas, allez voir justement ce que ça donne. Si vous avez des marques ou des produits que vous voulez que je couvre en particulier pour le Computex, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voyez un commentaire qui parle du même produit que vous voulez voir, mettez un pouce bleu sur ce commentaire, comme ça me permet de voir que oh, ben, si 150 personnes ont mis un pouce bleu sur un commentaire qui dit d'aller voir, je sais pas moi, Noctua, ben, j'irai voir Noctua. Alors que s'il y a 150 commentaires différents qui disent Noctua, ça peut se perdre un petit peu dans la masse. Donc, merci de mettre un pouce bleu sur les commentaires qui correspondent à votre avis plutôt que de rajouter en plus votre propre commentaire. Donc voilà. N'hésitez pas juste à me dire. Et selon justement ce que vous voulez, ben, j'irai voir, j'adapterai ma visite de Computex. Mais normalement, mon but, c'est juste de trouver des trucs tech intéressants. Je vais aller juste faire. Cette année-ci, j'ai vraiment envie de chaque hall, d'aller de trucs de ligne en ligne et juste faire vraiment passer devant chaque booth au moins une fois. Et si je vois quelque chose qui capte mon intérêt, je vais voir. Et si c'est selon moi intéressant, ben, je fais peut-être soit un short, une vidéo courte, ou même une vraie vidéo derrière si c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui est unique. Et donc voilà. Il y aura aussi, je tiens à le préciser, il y aura quelques vidéos sponsorisées lors du Computex, ça me permet de payer le voyage parce que je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, le prix du kérosène est assez cher. Donc le billet d'avion est encore plus cher aussi. Donc ma foi, merci le mec orange qui a décidé que il voulait montrer qu'il avait la plus grosse alors que voilà, c'est juste stupide. Enfin bref, dans tous les cas, c'est tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao.